édition spéciale continue avec de nouveaux invités. On va voir quelles images, quelles informations on peut retenir de cette 6e journée de guerre. Justement, les faits majeurs retenus par Samia Dechir tout de suite. Les chaînes de télévision ukrainiennes ont cessé d'émettre. Cet après-midi, une frappe de l'armée russe a touché la tour de transmission de Kiev, tuant au moins 5 personnes. Un peu plus tôt, Moscou avait appelé à l'évacuation des civils vivant à proximité des sites de renseignement. Les taux se resserrent autour de la capitale ukrainienne. La nuit dernière, un convoi russe long de plus de 60 km a été observé par satellite à 25 km de la ville. S'adressant aux dirigeants européens par visioconférence, le président ukrainien a redemandé une intégration d'urgence de l'Ukraine à l'Union européenne. Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force. Nous avons montré que nous sommes vos égaux. Donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber. Moscou semble vouloir passer à la vitesse supérieure. À Kharkiv, 2e ville du pays, un bombardement sur la préfecture a fait au moins 10 morts selon l'Ukraine, qui accuse la Russie de crimes de guerre. Moscou, de son côté, assure ne pas viser les civils et reste déterminé à s'emparer du territoire ukrainien. Les forces armées russes continueront à mener l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs fixés soient atteints. D'après l'ONU, le conflit a déjà fait plus d'1 million de déplacés à l'intérieur du pays. 600 000 autres personnes ont fui le territoire et la file d'attente est encore longue à la frontière polonaise où des ressortissants de pays étrangers vivant en Ukraine disent être refoulés en raison de leurs origines. Notre débat continue. Je vous présente mes invités. Jean-Yves Lecomte, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver, historienne, journaliste, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique. Votre livre « Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine », c'est aux éditions Premier Parallèle. Frédéric Ancel, bonsoir. Merci d'être là. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et votre livre « Les voies de la puissance » sort ce mercredi aux éditions Odile Jacob. Laetitia Krupa, éditeur politique, qui est resté à mes côtés. Je commence avec vous, Jean-Yves Lecomte, peut-être pour prendre des nouvelles des Français qui vivent en Ukraine. C'est vrai qu'ils sont combien d'abord et est-ce qu'on sait où ils sont, comment on s'occupe d'eux? Ils sont aujourd'hui à peu près 1000 encore sur le territoire de l'Ukraine. De grosses difficultés pour sortir du pays, en particulier compte tenu des queues au poste frontière. Et puis finalement, la crise n'a pas été correctement anticipée. C'est-à-dire la crise n'a pas été correctement anticipée. C'est-à-dire que d'abord, personne n'a vraiment cru qu'on allait arriver à ça. Oui. Bon. Et puis, moi, j'y étais il y a 2 semaines. Finalement, beaucoup de Français disaient, ma vie est là, je reste. Parce qu'on n'imaginait pas une situation de cette nature. De Poutine puisse aller au-delà du Donbass. Voilà, puis Kiev assiégé, avec tout ce que ça peut vouloir dire en termes de conditions de vie tous les jours, d'approvisionnement, de risques pour sa vie. Enfin, voilà. Donc, mais un sentiment depuis hier d'abandon et je dirais même de négligence des pouvoirs publics. Le ministre des Affaires étrangères qui dit, écoutez, les Russes nous ont dit que la voie du Sud était ouverte, donc vous pouvez tenter, sous votre responsabilité. Et puis on insiste. Enfin, moi j'avais posé une question d'actualité la semaine dernière sur le sujet. Le gouvernement répond oui. On a pris en mesure les besoins de ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas autonomes, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas de voiture, etc. Le ministre dit écoutez, c'est comme ça. Donc il y en a qui doivent payer 1 500, 2 000 euros pour avoir une voiture pour les emmener à la frontière. Il n'y a plus le Google, il y a plus les panneaux. Donc quelqu'un qui connaît pas bien le pays, enfin sur la route, il ne pourra rien faire, même s'il rencontre personne de dangereux. Et puis donc il fallait quoi? Il fallait faire un pont. Et puis alors la révolte absolue, c'est quand vous demandez à ce qu'il y ait un petit convoi pour ceux qui sont pas autonomes, parce que je crois que le centre de crise a quand même fait un suivi individualisé des gens avec les situations, donc on sait ceux qui ne sont pas autonomes. Et d'apprendre comme ça que l'ambassadeur passe de Kiev à Lviv sans même qu'on emmène avec soi ceux qui ont servi dans les écoles françaises ou ceux qu'on a identifiés comme étant pas en mesure de bouger seuls, c'est quand même très problématique. Voilà. Et puis après, moi j'en ai suivi quelques-uns qui attendaient, c'est quelquefois des jours de queue au poste frontière. Aujourd'hui, même quand vous êtes à Lviv,
c'est mieux d'aller passer vers la Roumanie où il y a moins de queues que vers la Pologne. Bon, merci pour ces informations. C'est pas le cœur du débat, mais c'est quand même une situation très problématique. Très problématique, et je voulais vous entendre là-dessus. Frédéric Ancel, dans votre livre, vous parlez de la Russie comme d'une puissance pauvre et même très pauvre. J'ai été frappé par cette citation. Est-ce qu'elle a les moyens de cette guerre, la Russie ? Alors, elle en a les moyens dans une certaine mesure. Je veux dire par là qu'une grande puissance pauvre n'a par définition pas les moyens dont dispose aujourd'hui l'Europe, qui n'est pas encore une puissance globale. Peut-être qu'elle le deviendra grâce à M. Poutine, enfin, mais comme les États-Unis. Et les États-Unis disposent non seulement d'un droit de veto au Conseil de sécurité, ils disposent de l'arme atomique. Autrement dit, les deux jokers dont dispose aussi la Russie. Mais la Russie, par ailleurs, pardonnez-moi de filer la métaphore du jeu de cartes, pour le reste n'a que des 2, des 3, des 4. Alors que les États-Unis, grande puissance riche, la Chine sans doute demain, disposera de toute une palette qui lui permettra d'éviter de mettre systématiquement ses jokers, et notamment la bombe, parce que là, vous renversez la table. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande puissance pauvre, elle a les moyens de cette politique, parce que, outre les chars, qui, entre parenthèses, ne sont pas tous de très très bonne qualité, quant aux équipements des soldats, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'a pas affaire à une armée très moderne. Elle vous envoie, elle vous empoisonne les slips des opposants à l'étranger, et voire d'autres personnalités demain. Elle utilise des cyberattaques, c'est pas extrêmement cher. Elle utilise Wagner, c'est-à-dire des groupes de mercenaires qu'elle n'assume d'ailleurs pas réellement sur un certain nombre de théâtres d'opération, jusque y compris à Bangui en Centrafrique. Ouais. Ça signifie quoi? Ça signifie que on joue sur des choses qui peuvent, sur des éléments constitutifs de la puissance, qui peuvent nous gêner, enfin gêner les adversaires considérablement, hein, mais sans pouvoir utiliser l'arme qui aujourd'hui est quand même l'une des plus efficaces au monde, c'est-à-dire l'arme économique, technologique et financière. Donc les moyens de cette guerre, oui, mais les moyens de la remporter, c'est-à-dire d'être sûr de la gagner, la réponse est non. Et la réponse est non, et je le dis d'une phrase, parce que, de manière agréablement stupéfiante, eh bien, l'Union européenne, et au-delà, un certain nombre de pays, la plupart, en fait, des pays du monde, jusque y compris la Chine, qui s'est abstenu, qui n'a pas soutenu la Russie, et qui, aujourd'hui, le chef de l'État s'est entretenu avec le chef de l'État ukrainien, ont manifestement, M. Poutine, a mésestimé ou a surestimé sa capacité de l'emporter rapidement, lui qui est à la tête seulement, donc, d'une grande puissance pauvre. Galia Ackerman, est-ce que Vladimir Poutine est plus isolé après cette première semaine de conflit qu'avant l'invasion de l'Ukraine ? Très certainement, puisque personne ne croyait en cette invasion. Il y avait la concentration énorme de troupes, pratiquement l'encerclement de l'Ukraine par les troupes russes depuis le nord, depuis la Biélorussie et surtout le pourtour jusqu'à Odessa, avec une concentration de troupes aussi en Crimée, bien sûr. Mais tout le monde croyait que, il lance des ultimatums à l'OTAN, aux États-Unis, et que cette concentration de troupes ne sert qu'à cela. Et donc, vous avez vu tout le ballet diplomatique, on a essayé de négocier avec lui, alors que toutes les décisions ont été prises, en fait. Et je pense maintenant qu'il a poser ces ultimatums d'emblée impossibles à satisfaire, ces exigences, justement pour avoir une justification d'une guerre totale contre l'Ukraine. Et peut-être à l'avenir, pas seulement l'Ukraine. Voilà ce que je pense. Oui, je vous propose d'en entendre plusieurs fois le président ukrainien dans cette partie de notre débat, Volodymyr Zelensky, qui était en visioconférence, reçu en quelque sorte au Parlement européen. Écoutez ce premier extrait où il parle de bombardements sur la place centrale de la ville de Kharkiv. Le bombardement de la place centrale de Kharkiv est une terreur flagrante, non dissimulée. Personne ne pardonnera, personne n'oubliera. Cette frappe contre Kharkiv est un crime de guerre, c'est du terrorisme d'État de la part de la Fédération de Russie. Après cela, la Russie est manifestement un État terroriste et doit l'être officiellement. Des crimes de guerre, c'est ce que les opinions publiques de nos pays démocratiques voient, Galia Ackerman, mais les Russes ? Qu'est-ce qu'ils voient, les Russes, à la télévision en ce moment? Ça, c'est très intéressant parce que, justement, ces derniers jours, j'ai quand même un peu regardé différentes chaînes centrales, principales de la télévision russe. On ne parle que d'une opération spéciale visant le Donbass. On ne parle pas des chars à Kharkiv. On ne parle pas de chars aux environs de Kiev.
on ne parle pas de destruction. Et dans le dernier talk show que j'ai regardé juste hier soir, c'est un des grands propagandistes du régime qui s'appelle Vladimir Solovyov. Ils avaient un Ukrainien, une sorte de souffre-douleur sur lequel donc tout le monde faisait des invectives. On ne lui donnait pas la parole jusqu'à la fin. Solovyov lui a donné la parole en dernier. Et l'autre, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça n'a rien à voir avec le Donbass. Pourquoi vous bombardez Kharkiv? Pourquoi il y a des chars à Kharkiv ?» Et les autres lui disent « Mais c'est de la propagande ukrainienne, il n'y a pas de chars à Kharkiv, mais il y a des bâtiments détruits, on a vu les images. Ah, mais c'est l'artillerie ukrainienne qui tire d'un quartier sur l'autre pour provoquer la panique et pour nous accuser. Nos soldats russes ne font jamais, au grand jamais, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, toute l'image est totalement déformée. D'une part, on parle même pas, on parle pas de la guerre, c'est une opération spéciale, tout comme d'ailleurs la deuxième guerre de Tchétchénie, et vous vous souvenez tous des images de Grozny totalement bombardé comme Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait opération antiterroriste. Donc, pas de déclaration de guerre. Le mot guerre est interdit d'usage en Russie. Simplement, les indications ont été données de ne pas utiliser le mot de guerre. Et si dans une guerre, il y a des règles, quand même, vous savez, il y a des conventions qui gèrent tout ça, dans une opération spéciale, il n'y a rien du tout. Évidemment. Jean-Yves Lecomte, vous le disiez, hein, en Ukraine il y a peu de temps. 15 jours. Est-ce que vous êtes surpris par le président Volodymyr Zelensky? Étonnamment non, dans la mesure où il est révélateur de la résolution du peuple. Alors c'est vrai qu'il a pu être étonnant quand il a été élu et que de comique il est devenu chef de l'État qui a pu prendre les manettes. Et on le voit effectivement qui tient les chaînes de commandement peut-être mieux que de l'autre côté. Mais il ne fait que être le révélateur de la résolution de l'ensemble du peuple ukrainien. Des amis que je peux connaître qui m'ont dit mais de toute façon depuis 2014 etc. de toute façon on sait et qui savaient que peut-être un jour il devrait se défendre, la population est prête et ça finalement il n'en est que le révélateur, mais il est effectivement étonnant dans sa capacité à porter son peuple. Laetitia, vous avez écrit sur ces personnages qui venaient d'un autre univers que la politique et qui ont pris le pouvoir un peu partout en Europe ou dans le monde et qui ont été élus. Hein. La tentation du clown, c'est le titre de votre livre. Aujourd'hui encore, on parle de Zelensky, hein, l'une de ses vidéos a marqué l'actualité. Oui, parce qu'il a compris et je crois qu'il le sait très bien que les médias russes sont complètement muselés. Je rappelle juste que ce soir, Écho de Moscou et la Web TV Rain ont été tout simplement interdites. Hein. C'était les deux seuls médias indépendants. Il y a encore Novaya Gazeta qui est encore en libre, mais dès que Novaya Gazeta écrit guerre, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est censuré. Donc ça, il le sait très bien, Zelensky, et il joue l'opposition des opinions publiques. Et lui parle bien sûr à son opinion publique, mais surtout à l'opinion publique occidentale. Et là, il était en visioconférence face au Parlement européen et il a marqué la journée. Regardez. Ne nous lâchez pas. Ne nous laissez pas. Prouvez-nous que vous êtes Européens. Ainsi la lumière va vaincre l'obscurité. Gloire à l'Ukraine.
Cette standing ovation au Parlement qui semble interminable, et puis lui finit avec le poing levé et un sourire parce qu'il sait que les images, les signaux et les symboles marquent l'histoire aujourd'hui, d'autant plus qu'ils sont multi-rediffusés. Il sait qu'il va être rediffusé sur les canaux occidentaux et qu'ils impriment les opinions publiques. Donc il joue, Volodymyr Zelensky, la carte qu'il connaît par cœur, celle de la communication. Et d'ailleurs, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Dès les premières heures de l'invasion russe, il a pris Facebook et il a communiqué constamment sur Facebook pour son opinion publique. Alors effectivement, vous le disiez, il maîtrise les codes, et pour cause, vous l'avez évoqué, il était producteur, acteur, humoriste, donc c'est ça l'histoire de Zelensky. Oui, son parcours est complètement sidérant. Moi, c'est vrai que je me suis penchée longuement, et il était humoriste, on le dit souvent, mais il était producteur président d'une grosse boîte de prod, de télé, audiovisuel. Il connaît toutes les ficelles du métier, et il était le héros d'une série, Le Serviteur du Peuple. Il avait pris le nom de cette série pour se lancer en politique. Il a appelé son parti politique de ce nom, Le Serviteur du Peuple, et il s'est lancé en campagne éclair, 3 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il a joué constamment sur le mélange des genres entre son personnage de fiction et son personnage réel de candidat à l'élection présidentielle, son personnage de fiction qui menait une lutte sans merci contre la corruption. Et quand on lui demandait, mais vous êtes qui finalement? Vous êtes le candidat ou vous êtes le héros? Il disait, quelle est la question? À quoi ça sert de répondre à cette question? Qu'est-ce que ça importe finalement, la réponse à cette question? Et donc, il a réussi à retourner l'opinion publique. Il a gagné avec 72% des voix. Il est devenu influenceur sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il s'en sert très bien. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'est cette série qui a été diffusée pendant la campagne présidentielle, je précise, elle est rediffusée en ce moment sur Arte. Le Serviteur du Peuple. Le Serviteur du Peuple. C'est le bon moment pour la regarder. En russe, sous-titré, donc c'est le bon moment. Et étonnamment, quand en campagne présidentielle, quand on lui demandait quel est votre programme, il disait regardez ma série. Oui. Et il est d'autant plus dangereux pour ça, c'est qu'il sait maîtriser les codes de communication vis-à-vis des Russes. Frédéric Ancel. Oui, c'est ça. Moi, je suis extrêmement sceptique sur la capacité du soft power, et notamment de la communication, ainsi que de l'épaisseur ou de la dimension culturelle dans les conflits. À la fin des fins, ce sont les F-35 et les canons qui l'emportent. Malheureusement, mais c'est comme ça. En revanche, là, on a affaire à quelque chose d'assez nouveau. D'abord, la communication de Poutine est simplement hallucinée, quoi. Ces derniers discours de ces derniers mois, de ces dernières semaines sont non crédibles, même pour les Russes, mais je parle sous votre contrôle. Considérer Zelensky d'origine juive, qui a été élu démocratiquement avec le score époustouflant que vous rappeliez il y a un instant, et qui ne cherche évidemment pas à croquer quoi que ce soit de la Russie, c'est ridicule. Donc nazifier ce bonhomme et ce régime est ridicule. Par ailleurs, outre cette brutalisation outrancière de Poutine qui le sert, effectivement, par définition, il maîtrise parfaitement le russe. Autrement dit, il nous dit des choses à nous, oui très bien, sauf que ni vous ni moi n'allons aller prendre un fusil demain pour mourir pour Kiev. En revanche, lorsqu'il s'adresse directement à la population russe, lorsqu'il s'adresse directement aux soldats russes, dont on voit bien, pour certains régiments en tout cas, la très faible motivation, là on a quelque chose de relativement nouveau. Oui, il leur dit poser les armes, quoi. Absolument, et il leur demande, il ne les implore pas, il a une manière très digne de s'adresser à eux, mais il pointe l'incompréhension totale qui déjà caractérise beaucoup de soldats russes et une partie de l'opinion russe. Donc du coup, il a réussi à renverser les rares atouts, j'allais dire en termes d'opinion publique, les rares relais dont pouvait encore disposer, dont certains malheureusement en France, Vladimir Poutine. Mais il y a un élément que vous ne signalez pas là, c'est quand même l'impact de ces discours sur sa population, sur les Ukrainiens eux-mêmes. C'est pas neutre dans la capacité de résistance. Vous avez raison, mais là je vous rejoins. Au fond, c'est la traduction et l'illustration d'une conscience nationale qui, elle aussi, a été manifestement sous-estimée ou mésestimée par Vladimir Poutine. Et une conscience nationale, ça se traduit notamment dans l'adversité. Galia Kerman, on a peut-être été surpris, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 jours, on s'y perd un peu, mais cet appel à fabriquer des cocktails Molotov, ça semblait un peu dérisoire par rapport aux chars russes, mais ça fait référence aussi à l'histoire des Ukrainiens et à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans leur résistance face aux nazis, justement. Absolument. D'une part, les Ukrainiens ont très vaillamment combattu dans les rangs de l'armée rouge. Il y a 8 ou 9 millions d'Ukrainiens qui
qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également ils ont longtemps résisté en Ukraine occidentale parce que là c'est une autre histoire, c'est une partie qui a été annexée par Staline en vertu des protocoles secrets du pacte Molotov-Ribbentrop, qui ensuite ont été occupés comme tout le reste de l'Ukraine par les Allemands et qui ont été libérés en 1944 et donc de nouveau sont retrouvés sous contrôle soviétique. Or, ce sont des territoires qui ont fait partie de l'Empire austro-hongrois où il y avait une promotion, c'était la politique de l'Autriche-Hongrie, la promotion de la culture locale pour chaque peuple. C'était un empire assez exemplaire. Et donc, pour eux, l'occupation soviétique, avec des déportations de la population, avec des gens au goulag, fusillés, etc., c'était quelque chose d'intolérable. Eh bien, il y a eu un mouvement partisan qui s'est prolongé jusqu'à 1956. Et la haine de l'Ukraine est aussi due à ce phénomène parce que pendant ces 12 années, ils ont quand même tué, ces partisans, 30 000 chefs locaux du parti, des dignitaires du parti, des services secrets et des militaires. Donc la haine, elle est très très profonde et ancienne. Et je dois dire que les Ukrainiens, ils ont aussi montré de grandes capacités de se battre quand leur armée a été totalement désorganisée. Pendant la période Yanukovych, c'était la débandade. Je pense qu'il y avait même probablement des forces qui œuvraient pour affaiblir cette armée. Et néanmoins, la Crimée a été annexée pratiquement sans résistance, mais dans le Donbass, il y a eu des combats très acharnés. Et par exemple, le combat de l'aéroport de Donetsk, qui a résisté pendant une année face à un adversaire bien supérieur, c'est quelque chose d'héroïque. Ouais, et on peut imaginer que ça se répète en ce moment et dans les jours, voire les semaines à venir. Je vous l'avais promis, on va écouter plusieurs fois et encore une fois Volodymyr Zelensky qui lance cet appel à l'Europe. C'était toujours devant les députés européens. On écoute le président ukrainien. Je suis heureux que nous ayons réussi à vous réunir tous aujourd'hui, les pays de l'UE, mais je ne savais pas que ce serait à un tel prix. Et c'est une tragédie pour moi, une tragédie pour chaque Ukrainien, une tragédie pour notre État. Notre peuple est très très motivé. Nous nous battons pour nos droits, pour nos libertés, pour nos vies. Et maintenant, nous nous battons pour notre survie. C'est quand même, Jean-Yves Lecomte, une analyse très juste, quoi. Il a fallu cette crise pour souder l'Europe. Absolument. Et il y a quelque chose qu'il ne dit pas, c'est qu'il se bat pour nous. Pour les valeurs de la démocratie. démocratie. Parce que si l'Ukraine tombe, c'est finalement la fin d'un monde. C'est la fin de la construction de l'Union européenne. C'est la fin de la capacité du droit international de réguler les relations entre les États. C'est définitivement, ça en est définitivement terminé de tous les efforts en termes de lutte contre la prolifération nucléaire. Et en ce qui concerne l'Europe, nous savons que ce que les fables de Vladimir Poutine pourront demain viser la Lettonie, la Moldavie, etc. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est un combat que malheureusement, compte tenu de la dissuasion nucléaire, nous ne pouvons pas mener. Mais notre avenir dépend de la capacité de l'Ukraine de répondre. Ouais, je vous donne la parole, mais je cite Florence Parly qui était devant l'Assemblée puis le Sénat, hein, dans le cadre de cette journée de débat parlementaire, la ministre de la Défense. Soit l'Europe fait face, soit elle s'efface. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Frédéric Ancel ? Complètement.
Paris s'échine, et plus précisément le tandem Macron-Le Drian s'échine depuis 5 ans maintenant, à tenter de convaincre les chancelleries européennes qu'il faut non pas bypasser, enfin passer outre l'OTAN ou casser l'OTAN, ce que voulait faire entre parenthèses Trump, pas les Européens, Trump lui-même, mais nous accorder une autonomie stratégique supplémentaire, ou nous créer une autonomie stratégique par rapport à Washington et en guise de dissuasion face à Moscou et pourquoi pas à Pékin, parce que ce que vous dites est d'autant plus juste que non seulement les Européens aujourd'hui ont à craindre d'un échec si nous ne sommes pas assez unis et puissants et à nouveau dissuasifs face à Poutine, mais imaginez aujourd'hui ce sont en train de penser les Taïwanais. Imaginez ce que pensent aujourd'hui les Sud-Coréens, les Japonais, les Philippins et une grande partie du monde Indo-Pacifique. Si l'Occident, pour faire recours, et l'OTAN en particulier, ne parvient pas à dissuader suffisamment Poutine, là c'est trop tard, il est entré. Mais enfin, pour l'instant, il a choisi d'entrer que sur une partie de l'Ukraine. Si il va jusqu'au bout, autrement dit, si on n'a pas réussi par des sanctions économiques, financières ou par une dissuasion stratégique et militaire à l'en empêcher, mais vous comprenez bien que les Chinois vont s'engouffrer dans la brèche, d'une manière ou d'une autre, même si en l'occurrence là, ils ne sont pas favorables ou modérément favorables, on va dire ça comme ça, même s'ils sont d'une neutralité bienveillante vis-à-vis de Poutine. Que va-t-il se passer en termes de crédibilité occidentale à Taïwan et dans l'Indo-Pacifique? Donc ce qui se joue à Kiev, et je vous rejoins tout à fait, c'est aussi une grande partie, oui, c'est ça, de l'exercice et des modes de rapport de force dans les relations internationales de manière générale. Mais si vous permettez, je dirais même autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est capable, parce que pour faire ce qu'il fait du côté de l'Europe, la Russie se comporte en vassal absolu de la Chine. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a un pays qui est capable de siffler la fin de la récréation russe, c'est la Chine. Vous êtes d'accord avec cette idée, Galia Karman? Je pense que c'est vrai parce que nous l'avons vu quand M. Tokayev, le président du Kazakhstan, a demandé le TSCS, donc le Conseil de sécurité. L'organisation de traités de sécurité collective, donc 6 pays de l'ex-URSS, d'intervenir dans son pays pour mater une sorte de révolution populaire. Il semblait à tout le monde, moi compris d'ailleurs, que les troupes russes allaient y rester. Et puis, quelques jours après cette entrée de troupes, on annonce à la télévision, les troupes ont accompli leur tâche, ils rentrent à la maison. Et donc la rumeur court, mais je ne peux pas vous le prouver, il n'y a pas de document à ce sujet, que c'est Xi Jinping qui a demandé à M. Poutine de procéder à la retraite de ses troupes, d'évacuer les troupes. Je pense que c'est assez logique parce que Kazakhstan, il est beau à être un peu vassalisé par la Russie, mais il est aussi un peu vassalisé par la Chine qui a fait des investissements énormes et qui donc apparemment n'a pas voulu que la Russie acquiert une présence permanente là-bas. On parle souvent de la Chine depuis le début de cette semaine, ne jamais oublier la Chine dans l'analyse de ce qui se passe en ce moment, Frédéric. C'est juste, c'est une hypothèse très intéressante. L'autre hypothèse est exactement antinomique. Monsieur Poutine a dit à la Chine, le Kazakhstan, c'est votre route de la soie par laquelle vous ne pouvez pas, qui est incontournable sur le plan terrestre en tout cas, vous ne la vassalisez pas comme vous vassalisez l'Afrique. J'envoie moi des troupes quand j'ai envie de les envoyer. Ça, c'est une autre hypothèse. C'est une autre lecture. Et c'est une autre lecture. Et je crois davantage à cette deuxième hypothèse. Et par ailleurs, les Chinois peuvent cesser, en tout cas peuvent exercer de vraies pressions. Ça, c'est juste. Sur Poutine, notamment, du point de vue des sanctions occidentales, ils sont capables aujourd'hui, contrairement à ce qui prévalait en 2014, de pallier, de compenser dans une certaine mesure cela. Pour l'instant, ils sont prudents, pour l'instant, ils sont essentiellement attentistes. Et puis l'Ukraine est un État souverain. Donc ça, pour la Chine, c'est extrêmement embêtant. Mais attention, si on cherche et on obtient de la Chine des pressions qui seraient déterminantes sur Poutine, ils vont nous le faire payer. Il y aura un coût. Il y aura nécessairement un coût. Et ce coût, ce sera les Tibétains, les Ouïghours et éventuellement Taïwan.
Vous savez, les Chinois, et ça c'est une leçon multiséculaire qu'ils nous donnent, leur exercice du pouvoir et des relations internationales et des rapports de force ne se fait pas prioritairement par les armes. Ça, c'était la voie occidentale et russe, les deux. Occidentale et russe. D'abord on frappait, ensuite on discutait éventuellement, et parfois on colonisait. Les Chinois, non. Eux, ils manipulent toute la palette et toute une série de leviers, un dispositif de levier, et en dernier ressort, ils utilisent les armements létaux. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de vos livres, Galia Ackerman, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est aux éditions Premier Parallèle. Et Frédéric Ancel, votre livre qui sort ce mercredi, Les voix de la puissance, aux éditions Odile Jacob. Merci encore, merci à tous d'avoir participé à ce débat.